Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à Média Pro. Notre numéro de ce soir sera plutôt à coloration africaine. Nous parlerons donc pour commencer de la convergence de vues entre les deux pays, l'Algérie et le Zimbabwe, un axe historique contre le colonialisme et le racisme. Nous reviendrons également sur le centenaire d'un révolutionnaire hors pair, Frantz Fanon, mais également de Nelson Mandela, symbole de la résistance contre l'apartheid, et surtout de Abdelkrim Khattabi, le pionnier de la révolution du RIF, qui continue jusqu'au jour d'aujourd'hui d'inspirer encore la jeune génération. Retour sur Média Pro ce soir sur les médias Bolloré et leur campagne contre l'Algérie qui s'instaure désormais en règle, quitte à miner le paysage médiatique français. Et pour conclure enfin, on va essayer de voir de près pourquoi Trump porte plainte contre le News Corps et le Wall Street Journal et pourquoi Superman, le héros favori des Américains, divise tellement l'opinion publique américaine. Restez avec nous. Alors, Média Pro, c'est maintenant, c'est tout de suite. Pour en parler avec nous ce soir, comme d'habitude, Faisal Metawi, notre chroniqueur à Média Pro. Bonsoir Leila. Bonsoir. Et Karim Bouaziz, donc journaliste à l'échiquier international, mais qui aujourd'hui se convertit, l'espace de 52 minutes peut-être, un chroniqueur à Média Pro. Bonsoir Leila, bonsoir Faisal. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Alors, monsieur, par quoi on va commencer? On va commencer par l'essentiel peut-être, même si tous les sujets aujourd'hui sont très importants, mais on va revenir un petit peu sur la visite du président zimbabwéen en Algérie, le président zimbabwéen dont la visite est venue un peu conforter déjà des liens très solides entre les deux pays. Donc convergence de points de vue sur pas mal de points, y compris par exemple la question palestinienne, une question axiale, une question centrale, mais également sur d'autres questions africaines et peut-être sur un volet bilatéral. Faisal Metawi. Effectivement, Emerson Mnangagwa était président du Zimbabwe, était en visite en Algérie, visite officielle. Il a été reçu par le président Abdelmadjid Tebboune. Il y a quelques jours, il y a eu la réunion de la commission mixte qui a préparé un peu le terrain à cette relation, à cette visite qui est importante. Parce que le Zimbabwe est un État de l'Afrique australe, c'est un État agricole, minier. Il est surtout connu par le lithium qui sera l'or blanc. C'est l'or du futur. Le lithium existe également en Algérie. D'ailleurs, le Zimbabwe travaille beaucoup avec les Chinois en matière de batteries électriques parce que maintenant tout le monde parle de batteries pour des voitures électriques. Donc il y a effectivement la réunion des deux chefs d'État, des délégations, signature de plusieurs accords. Et c'est des accords qui sont, à mon avis, importants dans le secteur de la recherche scientifique. Il y a eu aussi un accord entre les deux agences d'investissement, de promotion des investissements, parce que le président Abdelmadjid Tebboune l'a souligné lors de la conférence de presse commune avec son homologue zimbabwéen pour renforcer le rapport et les relations économiques pour qu'il y ait plus d'investissements zimbabwéens en Algérie, également algériens au Zimbabwe. Et sur le plan politique, il y a eu, comme cela a été dit, convergence de vues par rapport à plusieurs dossiers, dont celui de la défense du droit palestinien, de la dénonciation des crimes de guerre, crimes coloniaux, crimes génocidaires commis par l'entité sioniste à Gaza, mais également en Cisjordanie, et la défense aussi du droit du peuple sahraoui, comme cela a été rappelé par le président Tebboune et son homologue zimbabwéen. Le président du Zimbabwe a remercié le peuple algérien, je le cite, pour avoir aidé et appuyé le Zimbabwe pour son indépendance. Parce que l'ancienne Rhodésie, vous savez, elle a été colonisée pendant longtemps par le colonialisme britannique. Le colonialisme britannique était dans cette partie de l'Afrique pour, bien sûr, le pillage des richesses, des minières et naturelles. Ça se poursuit sous d'autres formes. Comme en Afrique du Sud. Absolument. Et donc, l'Algérie a soutenu effectivement le mouvement qui était à l'époque, qui luttait jusqu'à l'indépendance du pays en 1980. Et c'est vrai qu'il fallait aussi regarder de ce côté, de cette partie de l'Afrique, l'Afrique australe. Il y a quelques temps, il y a eu la visite du président du Rwanda, qui est donc de la région des Grands Lacs, visite du président de l'Afrique du Sud. Donc cette partie de l'Afrique, l'Algérie est en train de consolider ses relations, tant économiques que politiques,
parce que c'est très important. C'est très important d'avoir des bons rapports avec l'Afrique de l'Ouest, comme c'est le cas pour le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie. C'est bon aussi d'avoir des relations avec des grands pays africains, comme l'Éthiopie, comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria. Et c'est très bon aussi d'avoir des relations avec des pays comme le Mozambique, parce que le Mozambique aussi, le chef d'État était venu en Algérie. C'est une ouverture pour l'Algérie vers cette zone, vers l'océan Indien. Et aussi, c'est des pays qui sont très riches et qui peuvent aussi, au lieu d'aller acheter des produits qui sont achetés dans ces zones et revendus en Europe pour les envoyer encore une fois pour l'Algérie, autant avoir des relations commerciales et économiques directes avec des lignes aériennes aussi. Oui. Alors finalement, Karim Bouaziz, on se rend compte que finalement, même si l'Algérie et le Zimbabwe ne se sont jamais réellement perdus de vue, hein, parce que comme on disait tout à l'heure, l'histoire en atteste de cela, ce sont deux pays qui ont une histoire assez riche en commun, nous allons dire que finalement, l'Algérie, tout comme le Zimbabwe, gagnerait réellement à investir encore davantage dans ce qu'on appellerait des relations interafricaines, c'est-à-dire africano-africaines. Ce qui met en confiance tous ces pays que Faisal a cités, c'est l'histoire. L'Algérie a été au rendez-vous de l'histoire. Il y a tout de suite un environnement de confiance qui s'installe avec ces pays. C'est vrai qu'on a l'impression que le volet économique est important, mais quand on vient à Alger, le passage à Alger est parfois obligé parce qu'on parle de droit international. L'Algérie a toujours plaidé les causes au niveau d'un cadre international et du droit international. Donc tous ces chefs africains, tous ces représentants, même s'ils sont différents, quand ils viennent à Alger, il y a tout de suite un environnement de confiance. Et vous l'avez dit, c'est l'histoire qui un peu met au diapason toutes ces relations et qui arrive à parfois dénouer certaines crises ou justement esquisser des dialogues, comme en l'occurrence avec le président du Zimbabwe, donc Monsieur Mnangagwa. Oui, oui, allez-y. Le président Abdoulaye Tebboune a invité le Zimbabwe pour participer, pour ce que vous parlez de relations interafricaines, à la quatrième foire commerciale interafricaine qui aura lieu au début septembre à Alger. C'est une foire très importante qui va consolider aussi ce qui est déjà décidé dans la zone de libre-échange. Et par rapport à ce que disait Karim, maintenant, il y a quand même, on parle beaucoup dans cette émission du Sud global, et on parle aussi beaucoup de ce grand éveil africain par rapport aux grandes questions internationales. La visite du président du Zimbabwe en Algérie et sa rencontre avec son homologue algérien était aussi l'occasion, comme ça a été dit par le président Tebboune, les deux pays ont clairement exprimé leur convergence de point de vue par rapport, par exemple, à la promotion des solutions pacifiques au conflit, le respect de la souveraineté des États, c'est très important parce que vous avez une entité sioniste qui viole systématiquement les souverainetés des États en les bombardant. C'était le cas dernièrement en Syrie. Vous avez remarqué que le monde occidental, si prompt à dénoncer et à respecter le droit international, n'a absolument rien dit. On a bombardé le siège de la présidence d'un État qui est la Syrie. Et personne n'a condamné. Le ministère de la Défense aussi. Absolument, le ministère de la Défense et d'autres infrastructures. Donc, le troisième point évoqué aussi par le président Zimbabwe avec son homologue algérien, c'est le rejet des ingérences étrangères, parce qu'on sait qu'en Afrique, on sait ce que c'est que les ingérences étrangères en Afrique, comment on alimente les conflits, comment on crée des groupes, on manipule des groupes armés, et comment pour bien sûr accélérer la déstabilisation des États pour évidemment piller les richesses des pays comme la zone du Grand Lac et la zone du Sahel sont là pour témoigner de ces politiques qui sont toujours menées aujourd'hui sous plusieurs formes, mais ils sont toujours là. Les ingérences étrangères sont toujours là. Juste une remarque, Leïla, il ne faut pas oublier que le Zimbabwe est un pays très très particulier parce que c'est vrai qu'il a pu avoir son indépendance face à la Rhodésie. La Rhodésie vient de Cecil Rhodes. Cecil Rhodes, qui est le grand diamantaire un peu britannique, mais surtout qui a tout fait pour l'Empire britannique. Et si vous voulez, symboliquement, le fait est que le Zimbabwe existe, c'est pour se détacher de toute cette emprise, à la fois diamantaire, mais aussi tous ces minéraux qui ont fait tant souffrir les Zimbabwés. Et les Zimbabwéens existent aussi par ce combat anticolonial et il existe grâce à ce combat aussi. Bien sûr, le Zimbabwe est un pays minier, Karim, vous l'avez dit, c'est un pays très riche.
Et comme l'Afrique du Sud, en fait, il y a beaucoup de similitudes avec ce qui se passe, ou avec, voilà, avec l'exemple de l'Afrique du Sud. Et on n'oublie pas que peut-être on aurait tendance à l'oublier, que l'Algérie, tout comme le Zimbabwe, ont vraiment soutenu l'Afrique du Sud dans sa lutte contre le racisme, contre l'apartheid. Oui, absolument. Et le Zimbabwe aussi a souffert toute l'Afrique a souffert de la colonisation occidentale. Il y a qu'à citer l'exemple des Namibiens. Parce qu'il y a eu des massacres en Namibie, commis par l'Allemagne. Nous, on l'oublie. Et il y a eu aussi des massacres au Rwanda, plus récents. Bien sûr, tous ces massacres sont d'essence coloniale ou néocoloniale. Je voulais seulement revenir sur l'idée développée par Karim, c'est par rapport au Zimbabwe, parce que le Zimbabwe est un pays très riche sur le plan minier. L'Algérie n'a pas de visée sur les mines du Zimbabwe, mais l'Algérie travaille toujours dans un cadre de concertation, de dialogue et de collaboration et de coopération. Et d'ailleurs, le président zimbabwéen, il a remercié l'Algérie qui a envoyé 15 000 tonnes d'engrais pour un peu atténuer pour un peu relancer l'agriculture, parce que le Zimbabwe est un grand pays agricole. Après la sécheresse de 2024, l'Algérie aussi a construit une école au Zimbabwe. Il y a d'autres projets qui vont être annoncés, et même le président Tebboune a été invité à visiter Harare, la capitale. Le Zimbabwe est un pays où il y a de l'or, il y a du diamant, il y a du chrome. Donc le platine aussi, c'est des minerais qui sont très précieux, qui existent. Et le Zimbabwe a toujours été attaqué, vous le savez. Un terreau pour tous les prédateurs en ce moment. Absolument. C'est pour ça qu'à l'époque du président Robert Mugabe, le Zimbabwe a subi des sanctions internationales, sanctions économiques, a subi des tentatives d'isolement. D'isolement, beaucoup plus, par l'Union européenne et les États-Unis, tout simplement parce que le Zimbabwe, qui a une certaine tradition marxiste, communiste, dans son processus national de décolonisation, était très attaché à ces minerais et à ces richesses. Il voulait les utiliser localement pour le bienfait de la population zimbabwéenne. Il y a 15 millions de Zimbabwéens. Et cette politique, ce choix qui est fait par un pays souverain comme le Zimbabwe, évidemment, même sur le plan agricole, rappelez-vous, il fut un temps, dans les années 80, lorsque justement Mugabe voulait un petit peu restituer les terres agricoles à des fermiers ou à des paysans noirs, et ça a fait vraiment un peu le tour du monde, puisque à un moment donné, on disait que finalement les blancs étaient victimes on inverse la vapeur du racisme blanc. Voilà. Il a aussi voulu, c'est terrible, hein. Il a refusé et rejeté les précautions entre guillemets, les mesures du FMI, de la Banque mondiale, qui lui disait, je parle de Robert Mugabe, on peut te donner une ligne de crédit assez conséquente à condition que tu privatises certains secteurs comme le secteur des diamants et des miniers. Robert Mugabe, au nom de l'histoire, a toujours refusé de paraffer ce type de contrat, et on lui a bien entendu pas. Il l'a payé très cher, la preuve. Il y a d'autres pays en Afrique, parce qu'ils ont des diamants, comme le Sierra Leone et le Libéria, ont également subi des pressions occidentales. Et si vous ne cédez pas à ces pressions, vous créez des groupes rebelles qui vont se revendiquer de n'importe quoi. Une guerre civile. Une guerre civile. Le Sierra Leone a subi ça. Exactement, le Libéria également. Hein. Absolument, les diamants du sang viennent de la Sierra Leone. Sous prétexte qu'il y avait une guerre civile dans ce pays, beaucoup de diamants étaient volés et pillés au peuple sierra-léonais. Et c'est pour ça qu'il y a eu, après le processus de Kimberley, c'est une ville de l'Afrique du Sud, qui interdit donc la vente des diamants du sang, qui viennent surtout de l'Afrique. Le Zimbabwe, grâce à sa politique nationale, très nationale d'ailleurs, de protection des richesses, a pu éviter ce pillage. Voilà, un exemple que beaucoup d'autres pays ont suivi par la suite, même si ce n'était pas avec peut-être au détail près. L'Algérie a incité sur 2 points, développement et souveraineté. Le tout sécuritaire ne mènera nulle part. Et un travail de partenariat. Bien sûr, bilatéral, surtout interafricain, c'est très important, mais surtout le développement, ce qui permettra de sortir des fourches coudines de la Banque mondiale ou du FMI, et ça, c'est très important pour regarder l'avenir. Oui. Alors, ce qui nous amène à dire que finalement... dans cette lutte anticoloniale, cet axe anticolonial, cet axe contre le racisme, un peu l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, l'Algérie et bien d'autres pays, il y a également le fait que après les années 60, c'est-à-dire juste après l'indépendance de l'Algérie, il y a eu ces mouvements donc contre le colonialisme et révolutionnaire pour l'indépendance, et l'Algérie était devenue quand même, si vous voulez, la Mecque des révolutionnaires, c'est ainsi qu'on l'avait appelé. Il y a eu cette figure emblématique qui est sortie de l'Algérie en soi, celle de Frantz Fanon. Et Frantz Fanon, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qu'on va citer aujourd'hui, Nelson Mandela ou encore Abdelkarim Khattabi. Oui, parce que Frantz Fanon, vous aurez remarqué
qu'il revient au débat international, parce qu'il était un exemple. Il est très d'actualité en ce moment. Très d'actualité. Là, on voit les images du film de Abdel Zahzah, qui est consacré à ce film. Le film a été projeté au personnage, a été projeté au Festival de Berlin l'année passée. Et depuis, ce film, tourné en noir et blanc, comme on le voit, est projeté dans d'autres festivals à travers le monde, parce que la pensée anticoloniale de Frantz Fanon est toujours d'actualité, surtout avec ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie, avec les massacres commis par l'antisémitisme. On est presque à 60 000 morts, on se rapproche. Malheureusement, aujourd'hui seulement il y a eu 132 morts donc, à Gaza. C'est des morts quotidiens, mais bon, ça n'inquiète pas beaucoup de monde, notamment dans le monde occidental. Et donc on vient Olivier Fanon qui dit que Fanon est un martyr de l'Algérie, où il y a eu des rues, des boulevards et des hôpitaux en son nom. C'est vrai, il y a au moins l'hôpital de Blida qui porte son nom, l'hôpital de Joinville, l'hôpital Frantz Fanon, où on continue de guérir les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques. Et Frantz Fanon en Algérie, ça a été montré d'ailleurs dans le film de Abdel Zahzah. Évidemment, en parenthèse, Leïla, il y a un autre film français qui apporte un autre narratif par rapport à Frantz Fanon. Évidemment, on ne le montre pas sous l'angle montré par Abdel Zahzah, parce que... C'est pas un hasard, hein. Même la sortie du second film, c'est un peu presque une réponse. Oui, une réponse. Le film intervient à un moment où on célèbre le centenaire de la naissance de Frantz Fanon. Oui, parce que les Français et ceux qui ont financé ce film, les anciens coloniaux, donnaient une autre interprétation, parce que vous savez que les anciens colonisateurs jouent avec l'histoire. Ils ne racontent jamais la véritable histoire. Ils manipulent l'histoire, les symboles de l'histoire, et tentent de casser ou de détruire le narratif de Fanon, parce qu'il est très moderne, très contemporain, qui traverse les siècles et les âges. Tout comme Aimé Césaire. Comme Aimé Césaire, la négritude, comme d'autres, en Pateba, au Mali ou d'autres. C'est une pensée qui agace la bien-pensance occidentale, et Frantz Fanon, effectivement, a apporté beaucoup de choses. C'est un Algérien, comme dit Olivier Fanon, c'est un Algérien enterré en Algérie. Et il restera toujours pour les Algériens une fierté parce qu'il a défendu l'Algérie au moment où tout le monde avait peur, où il y avait de la répression déjà. La répression où tout le monde... Où parler était un délit, comme aujourd'hui, par exemple. Absolument, on va vous accuser de trahison, on va vous guillotiner, parce que la France coloniale a guillotiné. Ahmed Zabana était parmi les premiers. Plus que des menaces. Et ce qui est bien sur le plan scientifique, c'est que Frantz Fanon a apporté aussi un contre-discours par rapport à la psychiatrie, parce qu'à l'époque, malheureusement, on appelait ça l'école d'Alger. L'école d'Alger, c'était de considérer les musulmans ou les arabes comme des sous-genres humains. La psychiatrie coloniale. C'est pour ça, c'est ça, la force de Fanon. C'était pas les Algériens qui ont appelé ça. Il a décortiqué un petit peu cette psychologie coloniale chez le colon, et il a, si vous voulez, dévoilé et mis à nu. Il a donné un coup irréversible à tous les systèmes coloniaux. C'est de manière intemporelle, parce que, grosso modo... C'est un peu le Meursault, mais qui a été, chez Fanon, il a été vraiment, sur le plan psychologique, dévoilé, mis à nu. La colonisation ne passe pas forcément par les armes, bien sûr, il y a les armes, mais le colonisateur vous dira à chaque fois que vous n'êtes rien, vous n'avez pas de repères, vous n'avez pas d'anthropologie, vous n'avez pas d'identité propre. Le colonisateur tentera de vous vider, vous désubstantialiser, pour ensuite vous mettre ces symboles à lui en votre sein, et ensuite vous manipuler, vous contrôler, et avoir un ascendant sur vous. Et Fanon décortique complètement ça. D'ailleurs, pour guérir, Fanon conseillait à tous ces patients de revenir vers soi. C'est pour ça que dans le film de Mahmoud Zahzah, il remet Abdel Zahzah, il remet la célébration du Mouloud au sein de l'hôpital psychiatrique, pour avoir une espèce de repère, des symboles, de repère, un miroir vers soi, pour être fier et guérir tout simplement. Ne pas être coupé de sa tradition, de son authenticité. Voilà. Parce que la colonisation est appuyée par des scientifiques aussi, comme on le voit dans le film d'Abdel Zahzah, et comme Frantz Fanon a dénoncé. Il y avait des scientifiques, des psychiatres qui soutenaient ce discours, qui contribuait à éloigner ceux qui sont colonisés de leur histoire, de la religion, de leur attachement. Et c'est vrai que Frantz Fanon a introduit à l'hôpital de Blida des nouvelles techniques en matière de guérison et de traitement, de thérapie psychiatrique, par exemple la chanson. Et là, il faut saluer le rôle joué par Abdelrahman Aziz, c'est un chanteur, et donc on le voit, on voit des images d'archives. C'est magnifique. Oui, il chante avec les malades chantent, donc ils retrouvent leur humanité.
Et d'ailleurs, Frantz Fanon aussi fait sortir les malades, ce qui était nouveau à l'époque, même au niveau mondial. Il les a fait sortir de l'hôpital. Il les a menés à la montagne de Sharia, au bord de la mer, etc. Et donc, c'était aussi de nouvelles méthodes. Il n'y avait pas que le côté militant, décolonial, etc. Mais il y avait cette petite révolte scientifique. Même proprement médicale, cette froideur aride, de manière, on traite le malade de manière très aride, scientifique. Au contraire, Fanon introduit l'humanisme. Même le fait de les sortir à Sharia, c'est un peu la métaphore de l'indépendance, puisqu'on les sort de leur environnement un peu médical, un peu froid, et on les met à Sharia et on respire le grand air. Rétablir le contact avec l'homme qui est voilà. La nature, on a essayé d'engourdir et de tuer. La nature, son entourage, etc. Et permettre aux malades de s'exprimer. Parce qu'à l'époque, la méthode de la psychiatrie coloniale empêchait les gens de parler. On les coupait du monde, on les coupait de tout ce qui constituait justement l'humain en eux. Et la camisole de force n'est pas celle de... C'est très symbolique, la camisole. Oui. Ça a été créé par des Occidentaux. Parce qu'ils aiment bien enchaîner les gens. S'ils ne l'enchaînent pas par les mains, c'est par la bouche, etc. Voilà, comme on dit, c'est un mode de répression passive. Alors, il y a aussi, il faut le rappeler, Olivier, le fils de Frantz Fanon, qui a joué dans le film, qui est un fonctionnaire algérien. Alors, dans cette lignée d'hommes, vous voyez, c'est des héros, c'est des modèles, parce que c'est ça, au fait. C'est des gens qui ont porté un message, qui ont porté quand même dans leur chair et dans leur sang. Il y a aussi Nelson Mandela qui donc a sacrifié ses plus belles années donc en détention. Et on va voir peut-être ensemble des images de lui lorsqu'il est sorti de prison. Sa première visite, c'était en Algérie. Oui. Et donc Nelson Mandela, c'est aussi un héros, un révolutionnaire, un résistant de premier rang. Faisal Metawi, et surtout qu'aujourd'hui, c'est un petit peu l'année de Mandela, dit Madiba. Hein. Oui, c'est un peu comme la pensée de Frantz Fanon, parce que Mandela, effectivement, il a marqué l'histoire, et on le voit, cette visite historique en mai 1990 en Algérie, après sa sortie, sortie de prison, parce qu'il a passé 27 ans de prison, il a été arrêté par le 5 août 1962 avec l'aide de la CIA. La CIA a joué un rôle, les services secrets, l'agence d'intelligence américaine a aidé à l'arrestation de Nelson Mandela, donc en Afrique du Sud, comme la CIA a joué un rôle très néfaste contre les républiques indépendantes de l'Amérique du Sud, dans les années 60, 50, pratiquement c'était la même période. Et Madiba, Nelson Mandela, lorsqu'il est sorti... Du côté du Che Guevara. Oui, il est sorti comme un grand héros, il a été salué partout dans le monde. Et effectivement, il a choisi l'Algérie parce qu'il disait à l'époque que l'Algérie et la révolution algérienne a fait de lui un homme. Parce que effectivement, l'Algérie a beaucoup, vous l'avez dit tout à l'heure, mec des révolutionnaires, l'Algérie a inspiré beaucoup d'hommes, dont Nelson Mandela, qui a choisi donc de rester au pouvoir un seul mandat, entre 1994 et 1999, pendant 5 ans. C'est pour donner l'exemple, parce que lui était vraiment un militant de la démocratie, un militant de la liberté. Il est resté donc en prison. Aussi, de la réconciliation, du pardon. Il n'est pas sorti haineux, n'est pas sorti aguerri. Revanchard. D'ailleurs, les fonctionnaires blancs s'attendaient à ce que dès qu'il arrivait au pouvoir, c'est montré magnifiquement dans un film. Il rentre dans une expédition punitive. Les fonctionnaires blancs étaient en train de préparer leurs affaires pour quitter leur poste chacun de son côté. Et Mandela leur dit non, restez à votre place. Au contraire, c'est ça la nouvelle Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud arc-en-ciel, justement. C'est l'heure du pardon. On va se regarder en face, on va construire un pays aussi, hein. D'humanisme, bien sûr. Oui, c'est lui. D'ailleurs, il y a un film qui a immortalisé ce choix, c'est Invictus. C'est un film qui a montré comment Nelson Mandela laissait les fonctionnaires blancs au niveau même de la présidence à Pretoria. Par Clint Eastwood. Oui, avec Clint Eastwood, montré pour rester pour que la réconciliation ait lieu et pour qu'il n'y ait pas de haine, parce que c'est vrai que les peuples noirs sud-africains a subi l'apartheid de Botha et tout ce qui lui ressemble. Un apartheid qui s'est soutenu entre autres par Israël. Hein, parce que il n'était pas là finalement pour se venger, il était là surtout pour apporter la paix à son pays. Et là où il y avait de l'expertise, il a laissé, avec bien sûr l'espoir que les choses allaient changer de la manière la plus naturelle on aurait voulu en faire possible. Un monstre, on aurait voulu qu'il sorte avec du ressentiment. On n'attendait que ça, en fait. On l'attendait au tournant quelque part. Qui s'adonne à des massacres, mais non, il leur dit on reste à notre place, on construit un pays, on se conduit. Madiba a beaucoup mûri entre les 4 murs de sa détention.
lui qui, peut-être au début, prônait un petit peu quand même ce qui est de bonne guerre aussi. La lutte armée. La lutte armée. Avant ça, il était dans le mouvement de la lutte non violente, parce qu'il était avocat. Il a essayé aussi d'inculquer cette culture, effectivement, parce qu'après 27 ans, on peut sortir vraiment en colère contre la société. Tout comme on peut sortir comme Mandela. Comme Mandela, et Mandela, effectivement, il donnait. C'est pour ça qu'il est cité en exemple aujourd'hui comme l'homme qui a aussi réhabilité l'idée du choix électoral. One man, one voice. Un homme, une voix, ça veut dire donner la voix à tout le monde, tous les êtres humains sont égaux, qu'ils soient noirs, blonds ou jaunes, et qui peuvent voter, parce que à l'époque de l'apartheid, l'homme blanc n'existait pas. Il y avait des séparations. L'homme noir n'existe pas. L'homme noir n'existait pas pour ceux qui étaient au pouvoir. Il n'y avait que ça pour le blanc. Oui, pour ceux qui avaient occupé et colonisé l'Afrique du Sud, c'était pratiquement la même chose. À l'époque, aux États-Unis, il y avait le combat de Martin Luther King, qui malheureusement a été assassiné. Malcolm X assassiné aussi. Malcolm X assassiné parce que le pouvoir blanc, je n'aime pas parler de cette manière parce qu'on dira que c'est raciste. On va s'inscrire dans un contexte quand même, ça dans un contexte. Bien sûr, c'est un contexte différent. Le contexte américain est différent, bien que les États-Unis, c'est un pays aussi qui a été construit sur beaucoup de massacres. Très bien. Alors, Metaoui, merci Faisal. Donc, on va revenir quand même sur un autre personnage dont on taira le nom pour l'instant, juste après cette courte pause. Alors, on revient et le débat se poursuit et la discussion est toujours de plus en plus intéressante. Autre figure quand même, Karim, de la Révolution, symbole de la Révolution, de la résistance, c'est Abdelkrim El-Khattabi. Et on n'en parle pas beaucoup, il faut dire. Hein. Et pourtant, cet homme a vraiment marqué, d'ailleurs par ce personnage qu'il est, dans son combat et dans sa lutte, dans la résistance, dans le RIF. C'est un peu lui le symbole du mouvement révolutionnaire rifin aujourd'hui. Et qui continue aussi d'influencer, bien sûr, beaucoup de jeunes générations. Le primat inter pares, le premier parmi les pairs. C'est comme ça que les grands révolutionnaires au Maghreb l'appelaient à l'époque, parce qu'il a fait deux grosses batailles. Une, c'était la bataille d'Anoual, où il a vaincu 16 000 hommes. C'était 16 000 hommes de l'armée espagnole. Et la deuxième bataille, bon, il a été vaincu, mais il a été triomphant, parce qu'il a eu affaire à quand même 500 000 hommes. Des hommes qui étaient commandés d'une part par Pétain, déjà à l'époque, on est en 1925, et puis Primo de Rivera. Hyper armé. Primo de Rivera, c'est la figure franquiste, hein, c'est un doctrinaire franquiste de l'époque. Donc Abdelkrim Khattabi traverse quand même une certaine époque et tout de suite met à mal le colonialisme, parce que au niveau du RIF, c'est une figure qui continue d'être inspirante et qui continue aussi d'enseigner beaucoup de choses par rapport aux menées racistes extrême droite qui se déroulent actuellement en Europe. Oui, et vous citiez un petit peu le fait qu'il a résisté contre des armées, contre des hommes armés, et même Franco avait participé à cette bataille d'Anoual. Hein. Exactement, Franco avait participé, en fait... Oui, il était commandant. Hein. Commandant, parce qu'à l'époque, il y avait une correspondance entre Abdelkrim El-Khattabi et certains commandants espagnols, et Abdelkrim El-Khattabi avait dit aux Espagnols, s'ils traversaient le fameux secteur d'Anoual, et ça serait considéré comme un acte de guerre. Les Espagnols avaient pris ça comme une espèce de geste provocateur complètement à la fois amoindrissant et ridicule. Ils n'ont pas suivi les avertissements d'Al-Khattabi et s'en est suivi d'une grosse victoire historique pour Abdelkrim El-Khattabi qui restait dans les annales. Oui. Abdelkrim El-Khattabi, effectivement, qui est le fondateur de la République. Je voulais juste la rajouter avant que vous passiez bien sûr à l'idée, c'est que finalement la Société des Nations avait reconnu la Société du RIF. Hein, la République du RIF, qui a été fondée à Jdir en 1923, en février. Elle était fondée par Abdelkrim El-Khattabi. C'est un soulèvement, c'est une manière de répondre à l'ordre colonial. Parce que Karim parlait de la participation des Espagnols, mais il y a aussi les Français. Les guerres du RIF qui ont duré jusqu'à 1927 et qui ont été marquées par l'engagement de beaucoup de soldats. C'est entre 50 000 à 80 000 soldats. Et qui ont fait beaucoup de morts, parce que comme tous les colonisateurs, notamment espagnols et français,
il y a eu beaucoup de morts du côté du Rif. Il y a 30 000 à 40 000. On n'a jamais vraiment donné un chiffre réel de ce qui est arrivé, parce que généralement les colonisateurs ont été en mission de libération ou de mater la rébellion, comme ils aiment utiliser ce terme. La République du Rif, AG, n'est pas vraiment restée, parce que ça a duré 4 ans, sous 1926. Ouais, 26. Et Abdelkrim Khattabi a été forcé à l'exil, parce qu'il est mort en exil en Égypte. Oui, il a été etc. aussi président de l'étoile nord-africaine aussi. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait un idéal maghrébin avec Messal El Hadj et avec tous les militants nationalistes qui croyaient à l'idée de libérer les terres maghrébines de l'ordre colonial. Le Maroc a subi la colonisation espagnole et française, l'Algérie la colonisation française, évidemment aidée par d'autres forces européennes de l'époque. La même chose pour la Tunisie, bien que le Maroc était un protectorat, l'Algérie était une colonisation de peuplement. Mais il reste qu'Abdelkrim Khattabi reste un modèle aussi de résistant, de quelqu'un qui a mené bataille, qui n'a pas cédé, qui n'a pas vraiment cru au discours politique de l'époque, discours idéologique, et qu'il a compris que les colonisateurs, lorsqu'ils viennent occuper vos terres, la seule solution, c'est de leur répondre par les armes. Voilà. C'est pour ça 500 que 000 hommes. peut-être... Et c'est la première fois qu'on a utilisé les armes chimiques. Hein. Oui, le gaz moutarde, hein, c'est ça. Juste, Karim, alors, on dit qu'aujourd'hui, Abdelkrim Khattabi continue un petit peu à influencer, à inspirer la jeune génération jusqu'au jour d'aujourd'hui, surtout au Rif, parce qu'il faut dire que ça explique un petit peu pourquoi cette région du Rif est tellement réprimée par le Makhzen, n'est-ce pas ? C'est une région qui a une histoire, qui a une anthropologie très profonde. Et c'est une région qui, déjà dès le 5e siècle, avait comme ça des mouvements, pas identitaires, mais des mouvements, en tout cas, d'autonomie, d'interindépendance, qui voulaient une existence. Donc aujourd'hui, quand on tente de nous réécrire l'histoire, en tout cas de réinventer un récit en nous disant que cette république, soit n'a pas existé, soit c'est un mythe, c'est complètement faux au vu de l'histoire. Et d'ailleurs, Abdelkrim Khattabi est une preuve cinglante contre ce type de récits qui sont spécieux, pour ne pas dire complètement mensongers. C'est une république qui avait un drapeau, c'est le drapeau rouge avec le rectangle, le carré blanc avec croissant et une étoile verte. Donc c'est une étoile qui a réellement existé. Même une constitution, Faisal, pardon. Oui, une constitution. Abdelkrim Khattabi était aussi un homme d'État, parce qu'il voulait avoir cette république et sortir un peu de l'ordre monarchique, parce que le Maroc reste une ancienne monarchie. Succession de monarchie depuis les Idrissides. Le Rif n'a jamais appartenu au Maroc, au fait. Pas vraiment, parce que c'est un Rif qui a toujours revendiqué son indépendance et son autonomie par rapport au royaume du Maroc. Abdelkrim Khattabi avait montré la voie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les militants rifiens le citent comme exemple. Voilà, c'était juste donc pour conclure ce dossier. Et je rappelle que il ne faut pas oublier que jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'un des opposants le plus ardent, Nasser Zefzafi, est toujours en prison dans les geôles marocaines, et que le Rif n'a pas été ou n'a jamais été réellement marocain comme certains le laissent penser. Voilà ce qui nous permet, monsieur, peut-être de passer à le deuxième volet de l'émission aujourd'hui de Mediapro, à savoir finalement, et on le dira jamais assez parce que ça revient à chaque fois, ces médias Bolloré qui s'acharnent encore sur l'Algérie. Ça devient même une institution apparemment. Il ne se passe pas donc un jour sans qu'on ne parle de l'Algérie. Faisal Metaoui, alors je ne vous dirai pas comment ou pourquoi et de quelle manière cela s'explique, mais où veut en venir ce média Bolloré ? Oui, les médias Bolloré, maintenant, de Vincent Bolloré, qui est un homme d'affaires, qui a une sale histoire en Afrique, hein, parce qu'il faudrait un jour parler de ce qu'a fait le système Bolloré dans les ports de l'Afrique de l'Ouest, notamment à Lomé, au Togo, et au Gabon et dans d'autres pays où il a été chassé, parce que c'est quelqu'un qui est descendant d'anciens esclavagistes et qui n'a jamais cru à l'homme africain, parce que selon Sarkozy, qui lui ressemble dans l'esprit, l'idéologie, l'ancien président, l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire, alors que l'histoire est née en Afrique. Mais bon, c'est le berceau de l'humanité. Absolument. Vincent Bolloré a besoin vous voulez avoir des affaires en Algérie, vous voulez avoir des entreprises, vous voulez avoir des investissements, évidemment, sans grande contrepartie pour l'Algérie. Et comme il a essuyé des refus successifs depuis plusieurs années, il se penche à sa manière en utilisant ces médias. C'est des médias qui sont devenus des médias de propagande. Hein. Vous avez Europe 1, la radio,
Il y a aussi CNews qui est devenu une chaîne de la haine, de la voix de la haine. Il y a une seule opinion qui s'exprime, celle de l'extrême droite. Et il y a aussi le journal du dimanche. Et maintenant, il y a bien sûr le journal Le Figaro qui appartient à la famille Dassault, la famille Bloch pour leur nom. Et entre parenthèses, Leïla, Dassault est parmi les firmes, parce que c'est un fabricant d'armes, qui a donné des armes à l'entité sioniste depuis les années 60. Donc il a une histoire avec ça. Donc dans ce même journal, Le Figaro, c'est Bruno Retailleau, qui est donc le ministre de l'Intérieur, et qui se comporte toujours, il joue très mal d'ailleurs le rôle de ministre des Affaires étrangères. On a l'impression qu'il y a un petit peu le relais de Bolloré. Hein. Oui, évidemment. Oui. Il a eu une page entière, Le Figaro, c'est un grand format, une page entière pour dire n'importe quoi sur l'Algérie. Il parle encore une fois de l'affaire Boualem Sassal, l'écrivain algérien jugé par l'Algérie sur le territoire algérien. On a l'impression qu'il n'y a plus d'autres sujets que celui-là. Oui, absolument. Parce qu'il y a plus de 2200 prisonniers français à travers le monde, mais on ne les évoque jamais. On n'en parle jamais autant que celui de comme s'il Sassal. n'existait pas, Yacoub Boualem Sassal, qui est maintenant présenté comme un compatriote français. Et Bruno Retailleau, donc, comme je disais tout à l'heure, qui se comporte comme un ministre des Affaires étrangères. C'est du jamais vu dans l'histoire des nations. Vous avez deux ministres des Affaires étrangères et d'ailleurs il y a une polémique actuellement. De toute façon, le ministre des Affaires étrangères réel est complètement éclipsé. Hein. Oui. Au moins, c'est clair. Il y a eu une polémique quand même, Leïla, ces derniers jours, parce que Bruno Retailleau, dans ce journal de la famille Dassault, Le Figaro, et il disait la diplomatie des bons sentiments a échoué, il faut changer de temps, assumer un rapport de force que le pouvoir algérien a lui-même choisi, un rapport de force avec l'Algérie. J'y suis prêt depuis le début de cette crise. Ça veut dire qu'il est en train de s'offrir comme candidat, parce qu'il ne faut pas oublier l'arrière-pensée de ce discours. L'arrière-pensée de ce discours, c'est-à-dire les élections 2027 et Bruno Retailleau qui utilise le dossier algérien à chaque fois comme une matière pour vendre sa marchandise pourrie, parce que ce n'est pas une marchandise, c'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout les relations internationales, il ne sait pas comment on se comporte lorsqu'on est candidat potentiel aux élections présidentielles, parce qu'on peut imaginer que Bruno Retailleau a supposé que le peuple français soit assez idiot pour voter pour lui. En 2027, il sera président de la France. Comment il va parler avec l'Algérie? Comment il va s'adresser avec... Va-t-il rompre des relations avec ce pays? S'il continue comme ça, c'est sûr qu'il n'y aura aucune chance. Oui, mais les gens qui seront avec lui, est-ce qu'ils vont le laisser faire rompre des relations avec un aussi grand pays d'Afrique que du monde méditerranéen et aussi avec une forte communauté algérienne vivant sur les territoires français? La France est prise au piège finalement de Retailleau? Oui, je pense que Bruno Retailleau, le groupe Bolloré et le groupe Dassault sont en train de prendre en otage la politique extérieure de la France. Prennent en otage aussi les intérêts économiques de la France à l'extérieur, etc. Parce que tout de suite après, je termine avec ça, Jean-Noël Barrot, qui est le ministre des Affaires étrangères, c'est lui le ministre des Affaires étrangères, a tout de suite répondu. Merci de le rappeler. On le rappelle. Il a quand même répondu à Bruno Retailleau en lui disant qu'il n'y a pas de diplomatie de bons sentiments. Il n'y a pas de sentiment en diplomatie. Retailleau ne le sait pas, mais bon. Barrot a ajouté qu'il n'y a pas de diplomatie des bons sentiments, ni de diplomatie du ressentiment, il y a juste la diplomatie. Ça veut dire qu'au sein de l'établissement français, au sein du gouvernement français, on est divisé sur le dossier algérien. Oui, et Dieu sait en combien de parties. Alors, Karim, Faisal, je vous propose quand même de voir ensemble Marwan Belazar, qui en ce moment est en train d'être victime d'une campagne haineuse, raciste, et on va le voir ensemble et on poursuit notre débat. Un travail, c'est une pente raciste et fasciste que la France et d'autres pays, il y a les États-Unis aussi en ce moment, prend tout doucement depuis un moment. Et il y a les médias qui surfent dessus, du coup. Mais cette pente qui est prise... Dès votre passage, on a vu Pascal Praud, Cyril Hanouna... Cette pente qui est prise, elle est alimentée et créée, peut-être pas créée, mais alimentée en tout cas à fond par les médias, CNews, etc. Mais pour te donner une idée, moi ce qui m'est arrivé à ce moment-là, t'en as entendu parler jusqu'ici, mais moi mon père, il n'a pas Twitter, il n'a pas des réseaux sociaux et il regarde pas CNews, il n'était pas au courant. Mais ça a pris de l'ampleur. Oui, mais 2 jours plus tard... T'as vu l'ampleur que ça a pris? On lisait vos tweets dans le Sénat. C'est ça, oui. Là, c'est vraiment, c'est à peine croyable. Là, il savait. Oui. Mais avant, c'est intéressant de savoir qu'avant, sans le mégacosme qui est Twitter, les réseaux sociaux, et si tu regardes pas CNews et les chaînes de fachos qu'il y a en France, ils savaient même pas. Donc, ça aide à relativiser aussi sur le fait que la source de ce genre de polémique, en vrai, elle est vraiment identifiable. Et je dis pas qu'il faudrait y aller et fermer ces news de force ou quoi, mais en tout cas, il y a un travail à faire sur ce que les gens choisissent de regarder.
et où les gens ils... Voilà, c'était Marwan Belazar qui s'exprimait quand même sur notre chaîne Al24 News dans un entretien qui a été diffusé dernièrement. Karim, est-ce que ça résume un peu finalement que de plus en plus on est en train d'assister à une sorte de France de plus en plus fermée, ou est-ce que réellement il y a une sorte, si vous voulez, d'aller ou de vouloir aller vers une société plus raciste, plus de droite, vis-à-vis par exemple de la communauté musulmane et encore plus algérienne? Depuis quelques années, quand on remarque les sorties ou la rhétorique de certains ministres de l'Intérieur, Sarkozy, Darmanin, Hortefeux, Guéant, maintenant on a ce monsieur, voilà, ça a toujours été l'Algérie. J'ai l'impression que ces ministres ne connaissent pas bien l'histoire de leur diplomatie. Quand on voit par exemple Charles Pasqua à l'époque, il avait des relations, il n'était pas d'accord à 100% avec l'Algérie, mais il discutait avec Algérie, il avait de bons rapports avec l'Algérie. C'est ça les rapports au niveau international. On peut ne pas être d'accord, mais en tout cas ne pas traiter ce type de crise avec des médias qui sont en train de rabaisser complètement le niveau de l'échange. On est en train de caricaturer certaines choses. On parle par exemple de l'affaire de Sansal, on en parle mal, on ne dit pas tout. C'est spécieux, on attaque l'Algérie avec des OQTF. Monsieur Retailleau, apparemment ne connaît pas la loi. Les juges lui ont dit que c'était un peu embarqué dans une histoire et qu'il avait oublié certains textes de loi. Sur la laïcité, par exemple, il a oublié de dire qu'au niveau des institutions françaises, la France ne reconnaît aucune religion. Lui, visiblement, il se charge de caricaturer la deuxième religion de France. À un moment donné, ça pose problème. Il a qu'à lire les rapports, par exemple, de Emmanuel Todd. Emmanuel Todd qui a fait un rapport sur l'islam de France en disant que les musulmans en France sont complètement intégrés. On est intégré à partir du moment où on paye un impôt. Quand on paye un impôt, quand on prend une ponction de son salaire et qu'on la donne à la société, c'est-à-dire qu'on veut participer à la société et qu'on veut que la société, dans le futur, continue d'exister. Tout à fait. La laïcité, c'est pas les costumes ou l'habillement. Ça, c'est vraiment des thématiques de médias. Ça sert à CNews. Mais dans le réel, ça se passe pas comme ça. Parce qu'on veut réduire justement toute cette islamophobie, tout cet Algerian bashing. On veut le réduire, si vous voulez, à un accoutrement ou un port de quelque chose. Il faut voir comment les médias... Alors qu'on porte bien la croix, on porte bien d'autres... Faut voir comment les médias britanniques, australiens, aux États-Unis, au Canada, comment ils essayent d'interpréter les sorties françaises par rapport à l'islam. Ils en rigolent parce que c'est tellement ridicule que la France s'est perdue, en fait. Ailleurs, ils ont vraiment dépassé cet aspect. Hein. Ils ont vraiment dépassé. Juste, oui, allez-y quand même. Pour aller dans le sens de votre idée, Leïla, c'est l'accoutrement. Marwan Belazar, qui est un humoriste algérien, un franco-algérien, il a été débarqué d'une chaîne de télévision à cause de son habit. Oui. Et c'était Rachida Dati, qui est donc ministre de la Culture, qui est d'origine marocaine, qui a oublié apparemment ses origines. C'est le comble de l'ironie. Oui, comme d'habitude, parce que les pires racistes, c'est ceux qui ne sont pas blancs. Voilà. France Fanon. Oui. France Fanon. Ce que je disais France Fanon, parce qu'ils sont pires que les autres. Ils veulent toujours plaire à leur maître. Dans Rachida Dati, parce que Rachida Dati traîne déjà des casseroles, mais disant qu'elle a voulu le jeune homme, Marwan Belazar, parce qu'il porte une barbe, parce qu'il a un pull ample. Et c'est une manière de s'habiller, les livres, ils s'habillent comme ils veulent. Voilà, encore un devenu un sur le musulman et le faciès. Il fallait voir le délire qui a eu lieu après, sur les plateaux de CNews, BFM, Sud Radio, Europe 1, on a fait des débats et débats. On a disséqué finalement. Des débats et des débats sur comment Marwan Belazar s'habille. Voilà comment comment une nation est en train de s'effondrer. Fashion police. Absolument. Comment on passe des siècles de lumière, des idées, de la philosophie, des grands peintres, etc. On passe à des idées ridicules. C'est ça le danger de l'extrême droite. Parce qu'à mon avis, je pense qu'il n'y a plus de différence à faire entre les républicains, à droite, ce qu'on appelle la droite, de moins en moins, etc. C'est de l'extrême droite. C'est la même chose, c'est seulement on change de phrase, on change de visage, etc. Et donc Marwan Belazar, au lieu de parler de ce qu'il fait comme artiste, un jeune artiste, il critique tout le monde. Heureusement qu'il a maintenant des tribunes, notamment
dans les médias qui se respectent plus ou moins, France Inter et Nova Radio, et il dit ses idées, mais c'était pas en fait ce qu'il dit, c'était comme disait Karim, c'est l'islamophobie. Oui, parce que maintenant il faut suivre le débat. Maintenant, parce qu'il rappelle, voilà et il ne doit pas être un modèle de réussite, parce que pour eux, un bon musulman, un bon arabe d'abord, il doit se taire, il ne doit rien dire, sinon c'est un voleur, c'est un brigand de quartier, c'est un trafiquant de drogue. Il est d'emblée coupable. Oui, parce que les trafiquants, c'est quand Rotaillot parle des trafiquants de drogue ou des consommateurs de stupéfiants, il cible les Arabes et les Africains. Il ne cible pas les Européens. Or, tout le monde sait que dans la jet set parisienne, dont Rotaillot voudrait appartenir ou plaire, on a vu des scandales qui ont éclaté. Absolument, on consomme de la cocaïne, on consomme les drogues dures, des actes de pédophilie, etc. Mais bien sûr, ça n'intéresse pas Rotaillot. Ce qui nous intéresse uniquement, c'est ceux qui viennent d'ailleurs. Il y a les bons trafiquants et les mauvais trafiquants, encore une fois. Alors, une autre, quand même, figure des médias, si vous voulez, des médias français qui s'en est allé cette semaine, qui a également été témoin de cette méthode Bolloré qui se généralise dans les médias français. On écoute le témoignage de Thierry Ardisson. Et on Oui, je crois que vous avez raison quand vous dites c'est exactement comme c'est Auschwitz, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est fou que ce soit les Juifs, pas les Israéliens, parce que les Juifs. Et une partie des Israéliens. Oui. Vous deviez aller sur Europe 1, ça a été annulé. Je suis allé sur Europe 1 tout à l'heure là, et j'ai été, mais c'est pas grave. Moi j'ai un ami qui s'appelle Jérôme Béglé, qui venait à la maison, qui était vraiment un grand ami. Depuis qu'il dirige Paris Match, il me prend plus au téléphone. Enfin, je veux dire. C'est de la censure. Ils sont esclaves. Mais j'y étais chez Bolloré. J'ai passé 3 ans, quand Belle-Mère est partie et quand Aprican est parti, j'étais chez Bolloré, avec Bolloré comme patron. C'était toutes les semaines, faut inviter Maud Fontenoy, faut pas passer ce sujet. Ces gens-là sont esclavagisés par Bolloré. C'est des collaborateurs, des comme en 42, il y avait des collaborateurs. C'est des accusations graves que vous portez. Non, c'est pas des accusations graves. Maud Fontenoy, on m'a demandé d'inviter Maud Fontenoy 50 fois. On m'a demandé de couper un sujet sur le Qatar, et le jour où on discutait avec un haut cadre de chez Bolloré, et de chez CNews, enfin, Canal, et je dis, j'ai coupé le mec. Heureusement que tu l'as coupé, mon garçon. Sinon, il aurait fallu que tu fasses attention en traversant la rue. Voilà le genre de remarques qu'on entend là-bas. Donc, si vous voulez, moi, c'est la mafia. J'ai rien à voir avec eux, je les emmerde. Voilà. Et il ne va pas avec le dos de la cuillère. Le problème, c'est qu'il parle d'esclavagiser les médias. Et à un moment donné, je crois que même Thierry Ardisson parlait du fait que la plupart de ses émissions passaient en briefing. Et pas seulement son émission, mais en briefing chez Bolloré avant d'avoir donc l'accord pour passer à l'antenne. Oui, parce que Bolloré, les journalistes qui ont travaillé avec lui, qui ont quitté ces médias, disent que la une du journal du dimanche, qui passera le dimanche, passe d'abord chez lui. Il doit valider la une du journal dimanche. Il appelle même les chroniqueurs, les journalistes. Il appelle les chroniqueurs un à un, il choisit les sujets, il oriente le débat, comme le disait Thierry Ardisson, qui traite le groupe Canal+ du secte, de radicalisé. Il a quitté donc le groupe, il était à C8. Il y en a qui l'ont peut-être accusé d'être quelqu'un d'aigri parce que finalement il n'a pas. Mais c'est un choix qu'il a fait. C'est ça qu'on devrait peut-être comprendre. Bolloré, parce que ceux qui sont dans la sphère de Bolloré, dont Cyril Hanouna, très défendu, qui était à C8 et qui faisait ce qu'il voulait à l'antenne, en méprisant les droits de l'audiovisuel, de toute qualité journalistique, de l'insulte, etc. C'est un peu le type de journalisme que veut Bolloré. C'est un journalisme qui ne répond à aucune règle, à aucune morale. Tout est mélangé, c'est-à-dire le politique, avec la petite starlette, avec la chansonnette, et on ne comprend plus rien, on caricature complètement la politique, et il y a une perte de sens généralisée. C'est vulgaire, quoi. Enfin, il faut lâcher le mot, c'est complètement vulgaire. C'est vulgaire parce qu'on veut empêcher la réflexion. On ne va pas aller pousser à la réflexion. Voilà, on tétille les sentiments des On veut un suivisme total. Il y a un mépris de Bolloré pour les citoyens et le public, parce qu'on ne lève pas un certain niveau de compréhension. Absolument. C'est pour ça que, interrogé sur la question, Faisal, Thierry Ardisson disait que lorsqu'il parlait justement de Cyril Hanouna, la journaliste l'avait interpellé en lui disant, ou le journaliste, je crois, quelqu'un qui lui disait, un chroniqueur sur le plateau, qui lui disait, oui, mais il fait je ne sais pas combien de vues. Mais est-ce que vraiment c'est devenu ça, la référence? C'est le nombre de vues finalement? Bolloré, il a un projet politique, il a un projet idéologique, c'est d'installer un président d'extrême droite en 2027. Un objectif pour 2027, tout à fait. Il est prêt à écraser tout le monde, à mépriser,
à ne pas respecter les règles alors qu'il y a un gendarme, de l'audiovisuel qui s'appelle Arcom en France qui est supposé rappeler à l'ordre certains médias. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce n'est pas le cas? On a vu un pseudo-philosophe, parce que les philosophes dépendent des idées. Ils sont humanistes. Il y a une prolifération de philosophes sur le plateau en ce moment. Oui, il y a beaucoup de philosophes parce que Bernard-Henri Lévy, c'est pour ça qu'il faut aller Lévy, pour ceux qui l'ont oublié, est un philosophe. Je ne sais pas quelle idée il a développé, quels sont ses thèmes, mais il reste un philosophe comme Glucksmann, comme Pitcairn, comme Pascal Bruckner, qui est allé très loin. C'est marrant, ils sont d'accord sur les mêmes sujets, sur la même thématique. Curieusement, ils sont tous la même idée, la même engeance, la même haine, parce que c'est des véhicules de haine et de mépris le même verbatim aussi. Oui, c'est absolument, c'est le même verbatim, parce que peut-être qu'ils ont le même éditorialiste, le même rédacteur en chef, on ne le sait pas. Pascal Bruckner a dit une horreur sur la chaîne du Figaro. Encore une fois, on revient au groupe d'assaut, le fabricant d'armes. Il disait qu'il fallait kidnapper des diplomates algériens. Lorsque dans tous les pays du monde, lorsque quelqu'un dit ça à l'antenne, il est tout de suite de poursuite pénale et le média doit reprendre de cet acte. Ce qu'on appelle incitation à la haine, incitation à la haine et au crime, appel donc à commettre un crime. Pour moi, ça, d'autres ont été arrêtés. Oui, et plus grave, même Pascal Bruckner, qui à mon avis est un pseudo-philosophe, entre parenthèses, il fait partie du groupe celui qui a attribué le prix Nobel, c'est donc Gallimard, il est chez Gallimard. Donc on voit le type de personnes qui sont au sein du groupe de Gallimard qui donne le Nobel donné à Kamel Daoud qui travaille pour Bolloré. Le Goncourt. Oui, le Goncourt. Le prix Goncourt. Bolloré, il a acheté la maison d'édition Fayard, qui était quand même une édition qui avait une histoire. Il y avait beaucoup d'idées, etc. Maintenant, il n'y a que de Philippe de Villiers, que Bardella, que Marine Le Pen et que tous ceux qui sont dans cette galaxie de la fachosphère et qui publie chez Fayard. Parce que maintenant, le projet de Bolloré, il veut aller très loin. Il est en train de racheter des maisons d'édition, des médias, il veut aller partout. Voilà, même mise, mais alors... Oui, mais surtout parce qu'il pense que de cette manière, il va formater la société française. Et l'opinion publique aussi. Il oublie que c'est une société multiculturelle. La France n'est pas un pays homogène sur le plan culturel, etc. Et radicalisé. Il y a des musulmans, il y a des Africains, il y a des Asiatiques, il y a des Chinois. Tant mieux, un pays doit être multiculturel. Mais ces personnes comme lui, cet homme blanc, raciste, descendant d'esclavagistes, ne veut pas croire à ça. Il pense qu'à travers les médias, à travers le discours de la haine, il peut donc amener la France à aller vers la voie qu'il veut, c'est-à-dire un État raciste. Alors, il nous reste moins d'une minute. Karim, si vous voulez conclure, oui, allez-y. Il faut voir Faisal comment aussi au niveau de violence, quand par exemple on s'est exprimé sur les droits des Palestiniens, où on a vu les sorties à l'endroit de Rima Hassan, ou même de simples défenseurs juste du droit. On n'est pas forcément pro-palestinien, mais on défend du droit. Il faut les voir comment on les a descendus. Il y a un certain Macias Enrico qui a fait carrément au meurtre au sein de CNews. C'est passé comme une lettre à la poste. Et terrible. À la limite, il y a eu des rires narquois et ça commence à s'installer de plus en plus. Et il y a un niveau d'acceptation général et ça commence à être ça se normalise, alors que ça ne devrait pas l'être. On est en train de vendre le choc des civilisations. Voilà. Certains sionistes veulent le choc, c'est-à-dire des musulmans contre Grâce à M. Bolloré. Voilà, c'est ce qu'on veut. Merci beaucoup Karim pour avoir conclu aussi brièvement. Je rappelle que vous êtes donc notre journaliste à la rédaction et aussi à l'échiquier international. Merci également à Faisal Metaoui pour ses éclairages. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Média Pro. Au revoir.